Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Jérôme Douy, je suis directeur délégué au sein de l'Union TLF, donc en charge du pôle développement durable, logistique urbaine et multimodalité. Je suis accompagné d'Olivier Poncelet, le délégué général de l'Union TLF, donc pour animer, présenter en tout cas un peu le déroulé de ce qu'on a prévu de vous présenter aujourd'hui concernant donc les JOP. Vous allez être nombreux autour de la table. Alors, les petits principes de règles un peu techniques, c'est de désactiver son micro pour éviter les bruits un peu parasites. Alors, il ne sera pas possible de prendre la parole en direct, parce que vous êtes, vous le constatez vous-même, un peu nombreux, et donc on ne pourra pas, c'est un peu compliqué d'échanger de cette façon-là. Ce qu'on vous demande, c'est de privilégier donc le chat pour préciser votre question. Olivier ou moi, donc on fera la petite synthèse entre guillemets des questions qui sont assez récurrentes et qu'on puisse vous y répondre si on peut, en tout cas au fil de l'eau, pardon, au travers de la présentation. Ce webinaire est enregistré, donc avec votre accord, il permet en tout cas de pouvoir le réécouter ou tout simplement de le laisser à disposition d'entreprises qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Si vous le voulez bien, peut-être que Olivier, du coup. Ouais, bonjour à tous, merci, merci beaucoup Jérôme. Donc nous sommes aujourd'hui présents pour notre troisième webinaire sur le sujet des Jeux olympiques et paralympiques. L'idée qu'on a depuis quelques mois maintenant, c'est de vous donner des points de rencontre jusqu'à l'heure à peu près tous les 2 mois, de manière à ce qu'on puisse faire un arrêt sur image des informations telles qu'on les connaît. Au fil de l'eau, on a des rencontres avec les décideurs au niveau de la préfecture, de la mairie, du ministère, etc. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de vous donner des informations la plus fiables possible. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on a estimé qu'on avait suffisamment de nouvelles informations fiables pour faire un nouveau point aujourd'hui pour ce webinaire qui est enregistré, donc qui sera accessible en replay. Parmi les nouveautés qu'on a à vous proposer aujourd'hui, elles sont relatives notamment au périmètre de sécurité, au transport de matières dangereuses, et puis on commence à avoir des informations un petit peu plus précises sur des contraintes qui auront lieu hors de la région Île-de-France, et je pense notamment à Marseille, puisqu'on était avec la délégation régionale encore ce matin autour de Marseille. Voilà, l'ordre du jour de ce webinaire est le suivant. On va très rapidement vous rappeler quelques éléments de contexte que vous connaissez maintenant pour ceux qui ont suivi les 2 webinaires précédents, rappeler les grands éléments de calendrier et de principes généraux, et puis on rentrera plus précisément, notamment sur la partie 3, donc le cadre réglementaire et restrictions de circulation, avec les nouveautés que l'on a à vous présenter. Et donc, comme le disait Jérôme, on vous proposera un petit temps d'échange et on fera un jeu de questions-réponses avec Jérôme, que je remercie pour ce travail, et pour faire ça en live. Donc, je lui passerai, je consoliderai les questions que vous avez posées dans le chat, je lui poserai, je la laisserai un petit peu respirer, et puis si on n'a pas la réponse à vos questions, on prendra bien les points, et ça nous permettra aussi d'alimenter les questions qu'on a vis-à-vis des décideurs, de manière à aussi alimenter nos futurs outils d'information et de communication auprès de vous. Donc, juste pour vous dire sur l'action de TLF que ce webinaire, il est aussi l'occasion de vous présenter de vive voix des éléments que l'on inscrit dans un guide qu'on a dévoilé en début d'année, qu'on a remis à jour il y a 2-3 semaines, et qu'on va remettre à jour très régulièrement. N'hésitez pas à aller le consulter, puisque on va maintenant, au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent et de l'approche des Jeux, le mettre à jour de manière plus régulière. Donc, il est accessible évidemment sur le site internet, et tout cela se fait aussi rythmé par des rencontres qu'on a avec les autorités. Ça nous semblait aussi important d'avoir un échange aujourd'hui 6 mai pour avoir vos dernières interrogations et remontées, puisqu'on a à nouveau une réunion avec le préfet Boulanger, qui est le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, qui est prévu la semaine prochaine. Donc, on va aussi se nourrir de ce que vous allez nous remonter pour pouvoir continuer notre échange avec les pouvoirs publics. De manière très générale, donc on est à J-81.
des Jeux. Donc on est dans la phase que vous voyez en deux. C'est la phase progressive de montage des sites temporaires. Les prochaines grandes étapes qu'il y a à avoir en tête, elles vont commencer plus fortement à partir du 15 juillet avec la mise en place de voies réservées sur certains axes, on va y revenir. Le 18 juillet avec le début des contraintes liées à la cérémonie d'ouverture, et puis bien sûr le 26 juillet avec la cérémonie et puis le lancement des Jeux. Et comme Jérôme va vous le dire, il y aura aussi un test event, c'est-à-dire un test des réglementations en cours qui aura lieu le 27 mai, mais on va pouvoir vous en reparler. Voilà le cadre général et où on se situe par rapport au jeu. Donc le cadre général, vous devez le connaître maintenant assez bien. On vous a remis ici les grandes dates des Jeux olympiques et paralympiques. Également les sites des festivités et le parcours du relais de la flamme. Vous avez encore à nouveau tout ça dans le guide. Vous pourrez cliquer sur les liens pour avoir les éléments plus précis. À savoir que la flamme arrive en France, à Marseille, dans 2 jours, le 8 mai. Et elle va entamer un parcours de 80 jours sur l'ensemble du territoire national. Voilà pour les éléments généraux que vous devez bien connaître maintenant, et je donne la parole à Jérôme pour les points plus précis d'avancement et de nouvelles informations sur le cadre réglementaire et les restrictions de circulation. Merci Olivier. Alors, voilà, donc c'est les informations connues à date, hein. Il y a certaines informations que vous allez quand même avoir d'une manière un peu récurrente parce que malgré tout, elles se sont installées depuis maintenant plusieurs semaines dans le paysage et elles n'ont pas tout à fait varié. Elles n'ont pas d'ailleurs vocation à varier, en particulier pour le moment les voies réservées. On a toujours ces 186 km de voies réservées qui vont s'installer dans la dynamique, bien sûr, des JO, avec une activité entre le 15 juillet et le 15 septembre. La désactivation qu'il y aura pendant l'entre-deux ne concernera l'ensemble des actes, mais pas l'un qui restera active. Pour autant, donc, on a ces fameuses voies dites VORP, donc des voies olympiques, donc, qui sont réservées aux personnes accréditées, hein, par définition, les athlètes, les médias, les familles olympiques, taxis, véhicules de secours et transports en commun. Elles vont faire l'objet donc d'une signalisation particulière qui est d'ailleurs en train de s'installer progressivement. Mais vous avez d'autres voies qui sont identifiées. Alors, on entend un petit peu moins parler parce que c'est moins évident et c'est des informations qu'on vous donne pour votre information générale. Elles peuvent avoir une petite implication puisque c'est pas tout à fait la même appréciation qu'une voie olympique classique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des tronçons donc dédiés géographiques que vous retrouvez d'ailleurs sur la carte puisqu'on a essayé de suivre un peu le code couleur et qui sont donc des tronçons jaunes sur lesquels en fait ces tronçons vont s'intercaler par des contraintes de configuration géographique des lieux, sur des échangeurs, etc., qui ne peuvent pas de toute façon recevoir à la fois une circulation classique et une voie réservée. Et donc, ça va être un peu des itinéraires, alors ce que j'appelle les itinéraires olympiques, mais des itinéraires un peu mixtes, sur lesquels il va y avoir les deux circulations qui vont se faire, avec de toute façon, quoi qu'il arrive, une priorité à la circulation donc des personnes accréditées, en particulier les athlètes. Et donc sur ces tronçons-là, il y aura probablement des forces de l'ordre qui mettront sur le côté la circulation pour bien sûr privilégier la circulation des athlètes. Et puis des axes, alors c'est ce qu'on appelle bien sûr les voies concurrentes, hein, vous l'aurez compris. Et puis vous avez des axes alternatifs qui vont être déclenchés, pas mis en place systématiquement, mais déclenchés à partir du moment où on est dans une solution dite de secours par rapport à ces voies réservées sur lesquelles il peut y avoir un empêchement de circuler, quel qu'il soit, et qui nécessite pour les forces de l'ordre d'aménager en fait un axe, une sorte d'itinéraire bis permettant de contourner donc la complexité de circulation sur la partie de la voie réservée. Elles seront déclenchées au fur et à mesure évidemment des besoins. Il n'y a pas particulièrement de cartographie elles sont aléatoires en fonction évidemment du problème qu'il peut y avoir sur les voies olympiques. Mais donc ce sont des axes qui seront déterminés au besoin et déclenchés par les forces de l'ordre. Alors, on a cru comprendre qu'il y avait des simulations de cartes, etc., qui avaient été bâties, mais ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui, puisque de toute façon, la préfecture, de toute façon, communiquera pas dessus.
mais on sait qu'il y a des itinéraires un peu hypothèses qui ont commencé à être établis de leur côté. Alors, en ce qui concerne les périmètres de sécurité, donc ça, c'est des informations que vous avez déjà reçues, hein, mais on a, par rapport au site olympique, on va dire 3 typologies. Une concentrée bien sûr aux franges, du site olympique en eux-mêmes et qui sont, finalement le périmètre, lié en fait au site, sportif. Et puis dans, les abords du site, vous retrouvez assez classiquement donc 2 périmètres qui se sont installés, des périmètres dits rouges et des périmètres bleus. Alors ces périmètres rouges et bleus ont 2 vocations différentes. Le périmètre rouge, sont un périmètre qui s'installe et qui est évidemment le plus proche du site olympique et qui se veut par définition être finalement un périmètre de sûreté, sécurité, au niveau des forces de l'ordre, ce qui implique donc une circulation interdite, sauf circulation motorisée, hein, interdite sauf dérogation, donc on reviendra, dessus, juste après. Et puis un périmètre bleu qui est beaucoup plus aux franges, mais pour autant qui a une vocation première, c'est de dévier la circulation, un maximum de circulation, d'éviter que cette zone soit une zone, classique de transit qu'on pourrait utiliser pour aller d'un point A à un point B, de façon à limiter un maximum les flux qui, potentiellement, pourraient être assez vite sur les zones, rouges. Les 2 ne seront évidemment pas régulés de la même façon. Pour autant, les 2 périmètres seront, activés en même temps, c'est-à-dire H-2h30 avant la première compétition de la journée et H plus 1 heure après donc la dernière compétition de la journée. Quand on regarde évidemment les chronogrammes qui sont établis, sur l'ensemble des sites et l'ensemble des jeux, que ce soit les JO et les JP, évidemment, il y a une intensité qui va être assez forte avec, des amplitudes horaires, assez denses sur la journée. Alors, un dispositif de sécurité aussi, entre guillemets «particulier», mais répondant un peu à la même codification, va s'installer au niveau des épreuves spécifiques, sur, la route, hein, puisqu'il y a aussi des épreuves qui sont en dehors des sites olympiques et donc vont impacter une partie, non conséquente évidemment, de, la voirie. J'ai envie de dire, c'est, un peu classiquement de toute façon, même s'il y a un code couleur, rouge, bleu, mais classiquement, c'est de toute façon les mêmes, conséquences quasiment que les épreuves traditionnelles qu'on peut avoir. Lorsqu'il y a des marathons ou des courses cyclistes et cetera qui, donc s'imposent, dans le panorama de Paris. Bon, la seule différence, c'est que là, il y a une intensité évidemment marquée de rythme qui évidemment pose, des difficultés en matière de circulation. Mais je dirais que la configuration de contrôle et d'interdiction de circuler est la même de toute façon que classiquement dans une période normale de, course, sur route, dans Paris. Alors, il y a 2 quand même choses à retenir, c'est que, les déploiements du périmètre rouge et bleu, donc, évidemment, vont avoir des modalités d'accès un peu renforcées. Périmètre rouge constituera pardon, un périmètre d'interdiction totale de circulation en véhicule motorisé. Hors, bien sûr, les situations d'urgence. Les effets de cisaillement, il y en aura véritablement au compte-gouttes et il ne faudra pas trop compter dessus. Les forces de l'ordre ne feront pas passer de toute façon l'intégralité des véhicules en dehors et à exception donc ces véhicules d'urgence. Donc évidemment, il vaut mieux le prévoir en amont, mais vous n'aurez pas particulièrement de point de cisaillement pour pouvoir, traverser, l'épreuve. Ce qui est classique de toute façon, puisque même dans des épreuves, on va dire en dehors des JO, c'est, la même situation. Et puis à la veille de chacun, des parcours, donc sur les épreuves sur route, il y a, donc des conditions sur lesquelles évidemment la circulation va être, tout aussi compliquée, parce qu'il y a une partie qui s'appelle, donc une période de familiarisation du parcours sur lesquelles les athlètes, donc viennent, prendre leurs repères, sur le parcours et donc évidemment, les contraintes sont, assez similaires. En ce qui concerne les périmètres rouges, ils sont liés au site, olympique en soi. Donc je vous l'ai dit, la période d'activation, c'est H-2h30 jusqu'à donc au début de la première épreuve et H plus 1 heure.
donc à la fin de la dernière épreuve. La circulation, par définition, des véhicules motorisés, 2 roues et plus, est interdit. Depuis le début, de toute façon, c'est interdit et il y a une progressivité, on va dire, de la préfecture, donc à mettre en place, sorte des dérogations qui viennent ajuster le besoin en matière d'activité économique. Pour autant, les travaux qui ont été faits aussi avec la PP, c'était, évidemment, au vu de l'amplitude des chronogrammes, et des besoins malgré tout quand même d'accéder à ces différents, périmètres, en particulier donc le rouge, c'était d'étudier avec eux la faisabilité de créneaux horaires intermédiaires en dehors donc, du avant la première épreuve et à la fin de la dernière épreuve, de pouvoir trouver un peu des slots dans la journée permettant quand même malgré tout, d'autoriser des livraisons. Donc ce que la préfet a commencé à faire, on ne peut pas évidemment vous les présenter puisqu'on les a pas, mais pour autant la préfecture donc a commencé à établir en fait une série, de créneaux horaires, site par site, j'ai envie de dire presque heure par heure, enfin j'ai l'impression que c'est un vrai travail de bénédictin qui est en cours, sur lequel ils essayent de trouver en tout cas des slots possibles, tout au long de la journée pour pouvoir maintenir une possibilité d'entrée et sortie, bien sûr, sur ces sites rouges, de façon aussi à ce que, les véhicules motorisés puissent quasiment pas, croiser en fait, le public, donc qui vient, au niveau des épreuves sportives. Donc, grosso modo, les créneaux qui devraient ressortir, c'est pendant évidemment que les épreuves sont en cours. L'étude essaie de faire ressortir des créneaux d'1 heure, 1 heure voire plus, hein, si c'est possible, de façon à ce qu'il y ait, quasiment jamais de croisement avec l'arrivée des spectateurs ou le départ des spectateurs. La circulation des piétons et des vélos, et vélos cargo est autorisée H24. Alors ça va se traduire, on vous l'a mis, mais on va revenir un petit peu dessus au fil, de toute façon des différentes des différents slides. C'est qu'effectivement, on a proposé au préfet de, mettre en place un mémo pédagogique spécifique pour les activités de la logistique, parce qu'elle est assez polyforme. Il y a des documents aussi qui peuvent être, assez différents et puis, dans ces activités un peu différentes, bah, vous avez le vélo cargo et le vélo cargo, c'est pas forcément un vélo avec un sac, dans le dos, c'est aussi d'autres configurations sur lesquelles les forces de l'ordre n'ont peut-être pas forcément de connaissances. Vous l'aurez probablement compris, mais évidemment, la préfecture fait appel à, différentes forces de sécurité qui sont toutes France et certaines de ces forces de sécurité n'ont peut-être pas forcément une grande connaissance de la partie logistique et donc il faut pouvoir les acculturer en ce sens quand ils vont se retrouver confrontés, sur le terrain, à, ce type de, véhicule qui, donc viendrait pour évidemment, rentrer sur les différents périmètres. Pas forcément le bleu puisqu'il y a pas c'est pas vraiment là la question, c'est surtout sur les périmètres, rouges. Alors, il y a à l'étude aussi, en ce moment, malheureusement, bah, c'est une question de jour, hein, donc je pense que c'est en tout cas, c'est ce que la préfecture essaie de s'engager. C'est des ouvertures de couloirs d'accès dédiés au fret. De façon à ce qu'il y ait des points d'entrée identifiés. Alors ça a un désavantage et pour nous, on pense beaucoup d'avantages en tout cas, c'est que, bah, évidemment, vous ne pourrez pas rentrer de toute façon par rapport au périmètre rouge en particulier, de partout. De toute façon, par définition, il y a des routes, dans ces périmètres-là qui vont être complètement fermées par des plots. Donc de toute façon, il n'y a pas une liberté, de pouvoir rentrer de partout et il paraissait cohérent, en tout cas au préfet, de commencer à orienter en fait des flux assez spécifiques comme la livraison pour qu'il y ait du personnel, des forces de contrôle un peu plus dédiés, un peu plus opérationnels, qui permettent en tout cas d'avoir une bonne clé de lecture, donc des spécificités logistiques et des configurations un peu, certainement d'ailleurs, très différentes, lorsque les véhicules vont se présenter à ces points d'entrée. Donc d'avoir, des personnels assez, voilà, aguerris sur le sujet, en tout cas partie logistique.
Donc ces couloirs d'accès donc sont en cours. Elles sont affinées, elles sont aussi accompagnées par des équipes de logistique low carbone parce qu'il y a déjà eu un travail en amont de cartographie. On va en reparler tout à l'heure avec J'optimise, qui permet quand même d'avoir une vision assez fine. Et donc ça a permis à la préfecture de s'acculturer déjà sur ce type d'outils et d'identifier finalement des points d'entrée qui soient on va dire les meilleurs barycentres entre le flux de véhicules et puis l'installation des différents commerces en particulier. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir l'inventaire des axes interdits, parce que comme je vous l'ai dit, il y a, selon les différents périmètres, et en particulier donc sur les zones rouges de ces différents périmètres, en fait, des axes qui vont être fermés à la circulation. Et pour le moment, on n'a pas ces axes-là, et il nous faudra cette cartographie, mais on va l'avoir, puisque de toute façon, elles seront intégrées dans la cartographie J'optimise, puisque J'optimise a un certain nombre d'outils, dont Itineris, qui permettra d'avoir une sorte de logiciel comme Waze, tout simplement, permettant de préparer finalement le parcours nécessaire et donc forcément intégreront ces axes interdits. Alors, pour rester sur ce périmètre rouge, parce que c'est ce qui concentre quand même beaucoup les attentions, l'obtention de la dérogation pour les circulations donc, va être évidemment soumis à laissez-passer, vous l'aurez compris. Il y a déjà eu plusieurs échanges, en tout cas avec le préfet, mais aussi de conférences publiques qui ont donc donné un petit peu les règles du jeu. PageJop est en train de progressivement s'inscrire dans le panorama, puisque sa date officielle est le 10 mai, mais son côté ouverture sera maintenant pour le 13 mai. C'est la plateforme officielle de l'APP qui est régulée par l'APP et qui permettra donc de préenregistrer les entreprises, leurs véhicules et surtout, parce que c'est là où évidemment il y a le point d'ancrage au niveau du QR code, leur personnel, puisque c'est le personnel. On est dans un site donc avec un besoin de regard sur la sûreté, et donc le point de regard, ça va être sur le personnel qui va être amené à rentrer avec les véhicules, et donc la préfecture va fortement s'intéresser donc au profil des différentes personnes qui sont déclarées sur la plateforme PageJop. Donc cette délivrance de QR code à chaque personnel va être valable sur l'ensemble des périmètres et toute la durée des JOP. Donc c'est pas un QR code quotidien, c'est pas un QR code pour un périmètre et puis pour un autre, c'est un autre QR code, c'est pour l'ensemble des périmètres pendant toute la durée, JO et Jeux paralympiques. Il y a malgré tout un délai de sauf périmètre gris, oui, en même temps, oui, sauf périmètre gris, bien sûr, puisque les périmètres gris sont propres en fait à la partie donc JO, et c'est deux accréditations différentes. Prévoir un délai de traitement des demandes de préenregistrement, tout simplement parce que comme on est sur un attachement, en tout cas de la préfecture, donc à la personne et au conducteur, il y a un délai évidemment de recoupement d'un certain nombre de bases. Moi, je ne les connais pas forcément, mais en tout cas, ils ont des bases de données qui leur permettent d'identifier donc un peu les antécédents des différentes personnes qui sont déclarées sur la plateforme. Pour faire simple, dans 93% des cas, il n'y a pas de souci. C'est assez vert assez rapidement, dans les 24-48 heures. Pour 7% des cas, on est... pardon, 90%. Pour 7% des cas, on est sur un petit orange qui ressort parce que malgré tout, on a quelques faits d'armes, entre guillemets, de jeunesse qui ressortent, mais rien de bien méchant. Et puis, pour 3%, c'est un rouge qui nécessite une recherche un peu plus compliquée au niveau des forces de l'ordre et qui peut aboutir à un refus d'obtention du QR code. Alors, malgré tout, même en ayant un peu le saint graal d'un QR code, donc comme je vous l'ai dit dans les conditions, il y aura quand même besoin de justifier pourquoi vous venez sur ce périmètre.
Et ça sera de toute façon la même chose pour le bleu en cas de contrôle aléatoire. On n'est pas sur des contrôles systématiques pour le périmètre bleu, mais pour le périmètre rouge, ça sera de toute façon systématique. Et il faudra de toute façon à chaque fois préciser, ou en tout cas montrer un justificatif de pourquoi on vient circuler sur ce périmètre. J'attire toutefois votre attention aussi sur le fait que même si d'un point de vue cartographique, c'est assez facilement identifiable les périmètres bleu et rouge, si vous pouvez juste couper votre micro, merci beaucoup. Ces périmètres-là sont facilement identifiables via les cartographies. En réel, sur le terrain, il n'y aura pas de marquage, ni de panneau d'affichage, ni de marquage au sol. Alors, c'est pas faute de l'avoir demandé au préfet. Pour autant, je pense qu'ils ont un manque de moyens par rapport à ça et ils ne pourront pas faire matériellement, en tout cas, un marquage ni au sol, ni en aérien, c'est-à-dire avec des panneaux. Donc, c'est à la fois, évidemment, ça va être extrêmement compliqué puisque ça va nécessiter un petit repérage uniquement que par les cartes. Alors, en complément de ce que je viens de vous dire sur un peu le process, vous avez, et c'est accessible à tous, hein, via depuis maintenant les 2 conférences au niveau du préfet, les différentes catégories. Alors, on les a pas tous mis, il y en a d'autres qui ne concernent peut-être pas forcément directement. On va dire qu'on a mis celles qui nous paraissent être les plus concernées par rapport à nos activités logistiques, mais vous retrouvez donc les champs des catégories d'usage sur lesquelles en fait il y a une dérogation possible en fonction bien sûr du périmètre avec les documents qui sont demandés pour pouvoir obtenir via la plateforme donc les dérogations nécessaires. Donc, la plateforme va être ouverte le 13. C'est un peu un principe de liste blanche, c'est-à-dire que les entreprises vont venir déclarer leurs salariés et leurs véhicules. Évidemment, il va y avoir plusieurs cas de figure, hein. J'anticipe un peu un certain nombre de questions, mais oui, il y a des salariés qui seront peut-être présents au moment où vous allez déclarer et qui seront peut-être plus présents parce que le turnover est comme ça, au moment des JO, au moment en tout cas du besoin pendant les JO. Voilà, on va retrouver certainement plein de configurations, mais pour autant, la plateforme sera ouverte et vous pourrez commencer en tout cas à déclarer les véhicules et les conducteurs qui, en tout cas, vous paraissent être ceux qui donc vont livrer les périmètres rouges en particulier. Donc, il y a un travail d'identification, bien sûr, des points de livraison des clients que vous aurez à faire en amont. Alors, on a essayé de vous le résumer d'une façon, pardon, un peu schématisée. Alors, on essaie d'être le plus simple, mais c'est pas forcément toujours très simple d'avoir comme ça en visuel. Pour autant, bon, vous retrouvez classiquement les couleurs, hein, de toute façon, de ce qu'on a parlé au niveau de l'installation autour des sites sportifs, des périmètres rouges et des périmètres bleus. Vous avez les 2 configurations, les 2 grandes configurations. J'ai besoin de livrer en zone rouge ou de circuler en zone rouge et donc j'ai une étape et un parcours dédié auprès de la plateforme PageJob de la préfecture et je déroule mon parcours avec l'identification en amont des conducteurs, et de toute façon, il faudra quand même y mettre les immatriculations des véhicules carte grise. Mais le point d'intérêt de la préfecture, c'est qui conduit. Ceci générera un QR code. Ce QR code donc, accompagne le conducteur. Le conducteur, bien sûr, aura un document justificatif, se présentera donc au point d'entrée sur lequel, alors il pourrait y en avoir d'autres, hein, là c'est un schéma, hein, au point d'entrée donc spécifique livraison, aura un contrôle à la fois flash au niveau du QR code pour identification de la personne et donc associer le justificatif. Probablement une ouverture du véhicule. Il n'y aura pas d'ouverture colis. Pour autant, pour certains, et ça, il va falloir qu'on affine avec la préfecture, mais à mon avis, ils vont avoir un défaut d'effectif là-dessus. C'est des équipes cynophiles pour éventuellement donc ne pas ouvrir tous les colis parce que de toute façon, c'est pas prévu, mais au moins avoir un passage canin de façon à repérer si dans le véhicule, il y a ou pas un risque d'explosif. Une fois que, donc on a passé ce contrôle-là, on rentre dans le périmètre.
On travaille avec le préfet pour essayer un maximum du possible, sauf cas particulier, on sait que autour de certains sites sportifs, certaines aires risquent d'être préemptées par le COJO parce que tous les véhicules ne pourront pas rentrer dans le site sportif et il y aura peut-être des zones d'attente, des zones tampons. Mais pour autant, on essaye avec donc la préfecture que l'ensemble des aires de livraison sur ces périmètres-là soient à disposition de façon à fluidifier, bien sûr, le trafic des véhicules qui en ont besoin. Pour autant, il y a quand même malgré tout un risque, hein. Ils pourront pas être derrière chaque véhicule. Ce sont des zones qui vont être assez pressurisées par les médias, par la police et par les résidents aussi, le COJO, qui viendront aussi se stationner aux abords du site. Point d'attention aussi, c'est que même si on est un peu dans le créneau horaire, il y a des voies d'accès spectateurs donc, qui sont identifiées par donc, les forces de l'ordre, sur lesquelles ils vont canaliser les flux des spectateurs pour aller au site sportif. Si malgré tout, vous avez besoin de passer ces voies-là, ça correspond donc à un point de cisaillement. Et si vous n'avez pas d'autres points d'entrée logistiques, et il risque d'être appréciation en fait des forces de l'ordre qui vous diront si c'est quand même possible de passer ou pas. Parce que encore une fois, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de coexistence entre guillemets sur un axe de véhicules motorisés et de spectateurs donc qui viendraient sur les sites olympiques. Je profite donc pour rester un petit peu sur le rouge, pour vous dire que l'entrée libre des cycles et pédestres, y compris cyclo-logistique, donc peut se faire H24, quelle que soit l'entrée, à aujourd'hui. Donc ils seront de toute façon, parce que là, vous avez des points interdits qui sont des zones, des axes qui seront probablement donc avec des plots. Pourront-ils passer à ces endroits-là? Ça, c'est un point d'incertitude, on ne le sait pas. Le préfet n'a pas la réponse parce que ça va dépendre de l'écartement des plots. Il n'y a pas vraiment de standard, hein. Il pose les plots de façon à ce qu'un véhicule ne passe pas, mais on ne sait pas trop si un cyclo, au sens où nous, on connaît, et c'est pas un cycle avec un sac à dos, hein, c'est un cyclo avec une remorque, etc., pourront passer, étant donné que passer par le trottoir, c'est aussi parfois impossible. Donc ça, c'est encore un peu des points d'interrogation qu'on a, mais pour autant, donc il y a pas de limite au niveau de la cyclo. Vous avez un deuxième cas de figure qui est le besoin de livrer stationné en zone bleue avec deux possibilités. L'un qui est proposé, mais qui n'est pas obligatoire, hein, j'insiste bien, ce n'est pas obligatoire, c'est un outil qui fait partie des outils J'optimise, qui est à disposition des acteurs économiques pour faciliter entre guillemets leur contrôle si jamais donc il y a contrôle puisqu'il y aura des contrôles aléatoires aux abords, aux périphéries en fait de la zone bleue, à l'entrée de ces zones-là. Dit aléatoire, on ne connaît pas le rythme, mais je pense qu'on n'aura pas de toute façon de calendrier bien sûr de contrôle. Pour autant, le préfet nous a bien stipulé qu'il y aura certainement beaucoup de contrôles au démarrage. Il est probable que ça s'atténue peut-être un petit peu avec le temps, et encore, on n'en est pas complètement sûr. En tout cas, il y aura beaucoup de contrôles, ne serait-ce que pour marquer déjà les esprits les premiers jours, hein. Donc pour autant, l'idée c'est de maintenir peut-être par le biais d'un QR code qui sera rattaché au véhicule une simplicité de contrôle permettant aux forces de l'ordre assez rapidement donc de pouvoir apprécier donc la possibilité au véhicule de pouvoir rentrer et accéder aux zones bleues uniquement, bien sûr. Mais vous avez aussi la possibilité de ne pas utiliser cette plateforme-là et de traditionnellement donc arriver avec un document justificatif et de vous présenter aux zones bleues. Si vous êtes sur un contrôle, eh ben, vous présenterez le justificatif et ce sera à la libre lecture et appréciation des forces de l'ordre qui vous laisseront rentrer sur le périmètre. Alors bien sûr, il y a aussi des espaces livraison qui seront certainement aux abords, dont on essaye de voir véritablement avec la préfecture qu'il y ait une garantie donc de disponibilité, de façon aussi pour les entreprises qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas avoir de QR code rouge, pouvoir effectuer peut-être un changement donc de véhicule et passer soit en pédestre ou soit par le biais de la cyclo-logistique.
Bon, voilà un petit schéma relativement synthétique. On a essayé un petit peu de résumer toutes les configurations, mais en tout cas, ça vous donne un aperçu de la traduction à aujourd'hui de la réglementation qui est en train de s'installer d'une façon un petit peu générale en fonction des sites olympiques. Alors, on commence à avoir un petit peu plus, bien sûr, d'informations concernant donc les périmètres de sécurité et liés à la cérémonie d'ouverture. Donc ça va être bien sûr le jour J par rapport au 26, mais avec une gestion de deux types de périmètres qu'on retrouve, le SILT qui est connu, le gris, mais parce qu'on est dans une configuration particulière, c'est pas un vrai site olympique, avec quelque part son périmètre assez restreint. Là, on est quand même sur une configuration où on est quasiment sur l'ensemble du fleuve. Et donc le périmètre SILT est évidemment très en lien avec le périmètre rouge. Deux configurations s'installent donc et sur deux périodes. L'une donc très en abord des sites, donc pardon, du fleuve, pardon. Donc on appelle le SILT, avec une période déjà en amont avant le 26, donc du 18 juillet jusqu'au jour J, donc le 26 avant 13 heures, avec une différenciation entre l'accès piéton cycle et l'accès véhicule motorisé. L'accès piéton, vous l'avez à l'écran, donc autorisé avec laissez-passer numérique, donc il faudra s'enregistrer sur la plateforme. Et accès véhicule motorisé, donc interdit, sauf rare dérogation. Donc il y a un tableau spécifique des dérogations spécifique à la cérémonie d'ouverture, et donc avec un laissez-passer numérique. Et puis le jour J, dès 13 heures, donc avec encore une fois donc une appréciation différente, accès piéton autorisé avec laissez-passer encore une fois, mais pour la partie véhicule motorisé, interdit, complètement interdit, sauf pour les forces de l'ordre bien sûr et les véhicules de secours. Pour la gestion des périmètres rouges, plus en extérieur évidemment de la partie de la Seine, les deux mêmes périodes, du 18 juillet au jour J, avant 13 heures, donc avec un accès libre, mais pas de laissez-passer numérique pour les piétons et les cycles, et un accès véhicule motorisé qu'on interdit, sauf rare dérogation, donc toujours avec le même tableau de dérogation, mais pas forcément besoin de laissez-passer numérique. Le jour J, dès 13 heures, donc libre, pas de laissez-passer numérique pour les piétons et les cycles. Et encore une fois, comme le périmètre SILT interdit, sauf pour les forces de l'ordre et les véhicules de secours. Alors, je ne vais pas vous commenter le tableau, mais vous l'aurez dans la présentation. Vous avez un certain nombre de ponts, puisque la Seine est quand même relativement garnie. 4 ponts vont rester quand même malgré tout ouverts, permettant la traversée hein, de Paris, avec le pont de Sully, pont Notre-Dame. Bon, là c'est une passerelle, donc ça ne correspond pas aux véhicules, mais le pont des Invalides et pont d'Iéna. Pour autant, il y a plusieurs configurations en fonction des autres ponts qui vont être un peu sujets à période d'ouverture ou période de fermeture en fonction des dates. Et donc, vous avez un résumé des dates sur lesquelles, en fait, ces ponts-là vont pouvoir être autorisés ou fermés, parfois simplement ouverts d'ailleurs que pour les piétons et fermés pour la partie circulation des véhicules motorisés. Si on rentre dans des cas un peu spécifiques concernant donc les matières dangereuses. Le transport de matières dangereuses a fait partie de pas mal de questions, à juste titre, en particulier des questions liées au transit. Donc, d'un point de vue des derniers échanges et des dernières prises de parole du préfet, donc à l'exception de l'hydrocarbure, donc il y avait un transit interdit sur la région francilienne. On a ajusté avec le préfet donc ces éléments-là, on lui a évidemment montré que c'était évidemment important qu'on maintienne quand même un axe de transit au niveau des matières dangereuses. La 104, de toute façon, semble l'axe privilégié de toute façon pour le faire, et sur lequel la préfecture donc a donné son accord pour maintenir une possibilité de transit des matières dangereuses au sens de l'ADR. Hein. Et donc on devrait avoir, alors ça nous a été confirmé jeudi dernier, donc on devrait avoir un texte un peu plus officiel de la préfecture, mais le préfet Boulanger nous a donné son accord, estimant d'ailleurs même que, étant donné que c'était nous qui lui avions demandé, qu'il avait bien retenu et qu'il avait vu avec le préfet d'Île-de-France et que la 104 donc pouvait
être libres en matière de circulation. Donc, ils vont officialiser ce point-là, j'espère, le plus vite possible. Sur les périmètres bleus et rouges, donc ces périmètres autour des sites, on a donc le tableau des dérogations qui fait ressortir un certain nombre maintenant, et ça aussi, ça a été un travail en amont avec la préfecture de matières dangereuses urgentes et essentielles et non essentielles. Pour autant, la liste qui était associée en fait à ces matières dangereuses n'était pas suffisante. Donc il y a un groupe de travail qui a été dédié et donc accompagnant la préfecture de police pour identifier une liste la plus complète possible de produits, de substances, matières dangereuses, alors substances code ONU, donc nécessitant bien sûr un besoin de circuler malgré tout sur les zones bleues et rouges. Et donc cette liste-là, visiblement, est sur le point là d'être validée. On devrait avoir des éléments dans quelques jours, mais déjà de toute façon par question de principe, la préfecture donc est plutôt OK avec cette liste-là, et donc on devrait avoir une note un peu plus cadrée, définie par la préfecture concernant ces 50 substances et la façon dont elles seront contrôlées donc aux entrées de ces sites en particulier rouges. Alors, vous avez à l'écran, pour le moment, c'est un document de travail, mais qui a l'air d'être à peu près stable, puisque, comme on vous l'a dit précédemment, dans les slides précédents, nous sommes en train d'écrire un mémo aux forces de l'ordre. Donc, nous allons intégrer donc la partie matière dangereuse dans ce mémo-là. Ce mémo fait la distinction entre principalement deux points. L'un, les matières dangereuses dites ADR, et puis ce qu'on appelle les quantités limitées. Ces quantités limitées font référence à un marquage particulier sur les cartons, et donc ces quantités limitées ne devraient pas avoir, en tout cas, de réglementation particulière ni d'interdiction pris dans la marchandise générale. Elles ont de toute façon, par réglementation, donc un marquage identifiable sur les colis, mais pour autant ne feront pas l'objet d'une déclaration particulière et donc pourront circuler aussi bien en zone bleue qu'en zone rouge. Que point complémentaire, un peu aux franges entre guillemets, hein, sauf pour ceux qui seraient concernés bien sûr. Transport fluvial, vous savez que bien sûr la Seine va être aussi conditionnée à un certain nombre d'interdictions de navigabilité. Vous avez ces périodes-là, alors il y a deux grandes codes couleurs, hein. Vous avez après des canaux, mais sur lesquels il y a finalement peu de passages fret. Mais les deux grands donc sont sur la cérémonie d'ouverture, donc en orange, pardon, du port d'Ivry au pont Garigliano, donc avec les différentes périodes sur lesquelles il y aura des arrêts de navigation, et puis la période, enfin le marqueur rouge du pont d'Alexandre III au pont de Nalma, donc avec pareil des périodes qui sont déjà définies et des tranches horaires sur lesquelles l'arrêt de navigabilité sera effective. Alors, ça peut encore bouger, bien sûr, mais on est sur ces grandes lignes de calendrier à date. Le transport aérien, pareil, on l'avait déjà évoqué, va subir évidemment très d'ailleurs focalisé sur la cérémonie d'ouverture des interdictions en fait de circuler qui vont challenger un peu les voies aériennes, en particulier donc pour le fret naturellement. On a demandé à la préfecture d'avoir à minima une réunion, mais on attendrait évidemment un peu plus parce que le sujet est un peu plus compliqué. Plusieurs réunions sur la plateforme de Roissy, mais aussi Orly sera probablement concerné, puisque le fret, il y a du fret cargo, mais il y a aussi du fret mixte, donc qui arrive avec les passagers. Et il faut savoir dans quelle mesure ce fret qui va arriver va pouvoir être traité par les équipes de manutention sur les zones aéroportuaires, sachant que leurs effectifs vont déjà être évidemment mis très très fortement à profit sur la bonne gestion du passager et aussi bien sûr du matériel des athlètes et des athlètes en eux-mêmes.
Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, on commence à avoir un petit peu d'informations sur les configurations, en tout cas olympiques en province. Évidemment, le point d'attention, parce que quand on regarde un peu les différentes épreuves sur les autres villes, on va dire qu'on est sur un marqueur un peu traditionnel. Pour autant, il y aura de toute façon, selon les villes, une circulation de la flamme olympique, et donc il faudra quand même être attentif à la façon dont la réglementation va s'installer au niveau donc de ces périodes de passage de flammes olympiques. On commence à avoir les informations à la fois sur les flammes olympiques, donc côté Marseille, hein, là c'est typiquement être concentré sur Marseille, mais aussi de l'information sur les épreuves sportives, et en particulier le voile, et les épreuves de foot qui vont se tenir entre juillet et août. Donc l'arrivée de la flamme olympique, Olivier l'a dit, arrive le 8 mai aux abords donc du Vieux-Port. Il va y avoir une fermeture de 7 heures à 2 heures du matin, sans visiblement de dérogation possible. Le 9 mai, la flamme effectuera un parcours de 20 km. Alors c'est 8 segments, donc ces 20 km seront répartis en 8 segments de 2,5 km. Puisque vous savez qu'il y a un principe de porteur de la flamme, donc il y aura évidemment des relais de prise de flamme, donc dans la ville de Marseille, entre 8 heures et 19 heures. Le même principe sera appliqué le 12 mai, lors du retour de la flamme dans la région, sur les villes là, qui sont identifiées. Alors, on vous a mis en lien le site de Marseille, parce que dessus, vous allez retrouver bien sûr les cartographies qui sont associées. Ça ne servait pas à grand-chose de vous les mettre à l'écran, mais on vous invite évidemment, pour ceux qui vont être concernés, à aller regarder sur le site de Marseille. C'est assez complet, assez bien fait. Mais vous avez donc véritablement toutes les zones sur lesquelles il y aura une impossibilité de circuler, et en fonction des tranches horaires. Alors vous avez, et ça c'est typiquement donc ce qu'on a récupéré du site, sur une sorte de FAQ qui vous dit quand et comment faire mes livraisons, donc sur Marseille. Donc vous voyez, les dernières livraisons devront s'effectuer avant le 7 mai 20 heures. Passé ce délai, aucune livraison par véhicule motorisé sera possible dans le périmètre de sécurité jusqu'au 9 mai à 14h30. Et donc pour permettre le réapprovisionnement des restaurants et des commerces avant le relais de la flamme olympique, donc le 9 mai, sur le Vieux-Port, une ouverture du périmètre pour les livraisons avec un seul point d'entrée et un seul point de sortie est prévu le 9 mai 2024 entre 7h et 9h. Donc vous aurez plus d'informations directement sur le site de marseille.fr. Concernant les épreuves sportives, le foot, c'est au stade Vélodrome. Il sera inaccessible 5 heures avant les matchs, à partir du boulevard Michelet, pour ceux qui connaissent. Il y aura certainement un petit dispositif de sécurité, mais qu'on va dire classique par rapport à des épreuves sportives foot, au niveau du stade Vélodrome. Mais il n'y a pas de périmètre rouge et bleu qui s'installeront au même titre que les sites dans Paris. Concernant le site de la Marina, pour les épreuves de voile, il n'y aura pas de restrictions visiblement particulières, en tout cas à date. Et Olivier, je te laisse peut-être finir sur les informations dont on a encore besoin. Merci Jérôme, je te laisse comme ça un petit peu respirer avant quelques questions qui concernent principalement les justificatifs et les QR codes principalement. Voilà, là on vous donne évidemment les informations à date telles qu'on les a. Ça n'empêche pas que l'Union TLF continue à faire un travail d'influence, de dialogue, voire de lobbying un peu plus costaud parfois sur certains points, pour qu'on puisse évidemment faire en sorte que vous puissiez à la fois anticiper au mieux et en même temps avoir des impacts qui soient les plus limités possibles pour votre activité. Donc on vous a mis quelques sujets sur lesquels en ce moment on travaille plus particulièrement, autour du relais de la flamme olympique. Bien sûr, le fonctionnement opérationnel de la plateforme, on va y revenir parce qu'il y a quelques questions sur le sujet. Entre la théorie et la pratique, on sera évidemment extrêmement vigilant au fonctionnement de la plateforme. Et puis on suivra ça au fil de l'eau avec vous, pour que vous puissiez nous remonter dès que la plateforme sera en ligne, les difficultés que vous pourrez éventuellement rencontrer. La question des créneaux horaires tout au long de la journée, qui reste un point d'interrogation à date, même si on sait qu'ils sont en train d'y travailler de manière assez précise maintenant. La plateforme de Roissy, je crois qu'Oriane est ici présente, donc la commission aérienne de TLF Overseas y travaille aussi beaucoup, puisque c'est un des points d'attention qu'on a, puisqu'on a quand même un manque à ce stade d'information sur le sujet. Jérôme en disait un petit mot tout à l'heure.
matières dangereuses, comme vous le disiez, on est encore en train d'avoir un travail de plus fin sur les différentes nomenclatures qui pourront circuler. Et puis là, on vous a donné des éléments sur Marseille, mais on a encore des interrogations sur d'autres sites hors Île-de-France. Un des rôles aussi de l'Union TLF, c'est de s'assurer qu'entre ce qu'on nous dit et ce qui aura lieu dans la réalité, ce soit le plus fidèle possible. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on essaye de contribuer parfois à des mémos ou des guides qui pourront être utiles aussi aux décideurs ou aux agents publics, de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas dans des situations de libre arbitre de la personne qui aura en face de vous, d'où le travail qu'on est en train aussi de faire avec d'autres partenaires auprès des forces de l'ordre pour essayer de rédiger un mémo pour que les forces de l'ordre aient ensuite un cadre qui soit le plus objectif et le plus lisible pour tout le monde. Ouais, Jérôme, il est 15h20. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions-réponses avec comme premier grand thème les justificatifs et les QR codes qui concentrent la majorité des questions. 3 questions me semblent assez proches, donc je te les livre en direct. Auriez-vous une liste précise des justificatifs que les chauffeurs pourront présenter en zone bleue? Deuxièmement, nous sommes bien d'accord que les justificatifs de livraison ne sont pas à enregistrer sur la plateforme. Pour quel périmètre? Pas précisé, donc on va dire les deux. Et troisième point, est-ce que le QR code des zones rouges est aussi utilisable en zone bleue dans la mesure où le périmètre de zone bleue est considéré comme moins restrictif? Donc, alors, sur la liste des justificatifs zone bleue, c'est un peu le travail aussi, vous l'aurez peut-être compris par rapport aux mémos, c'est d'avoir aussi des facsimiles de documents qui sont à même d'être présentés au niveau des forces de l'ordre pour justement les sensibiliser à ces typologies un peu différentes de documents. Traditionnellement, on y retrouve le bordereau de livraison, mais on sait, étant donné qu'on travaille évidemment aux côtés de l'UJOP, qui représente une trentaine d'organisations professionnelles multisectorielles, que d'autres secteurs sont pas forcément outillés de la même façon, voire même sont en train de créer des documents parce qu'ils n'en utilisaient pas particulièrement et donc il faudra de toute façon justifier. J'ai envie de vous dire, il y a pas de document type et d'ailleurs le préfet ne voulait pas faire de liste donc marquée par des typologies de documents et c'est pour ça qu'on a souhaité essayer de faire ce manuel de façon à ce que les forces de l'ordre puissent comprendre, en tout cas pour notre secteur, on ne peut pas forcément avoir la réponse pour tous les secteurs, mais en tout cas notre secteur, d'identifier évidemment les principaux documents qui sont à même d'être montrés comme justificatifs. Donc il n'y a pas un document type. Il n'y a pas un document type. Le préfet n'a pas souhaité, mais en tout cas, on essaye quand même d'orienter la lecture des forces de l'ordre en conséquence. Justificatif sur la plateforme. Vous pouvez très bien rentrer sur la plateforme et alimenter les justificatifs directement via le QR code. Alors, il y a deux possibilités. Alors, il y a rouge, le QR code, bien sûr, rouge, qui est géré par la plateforme donc de la préfecture. Et puis, le Circulise, qui est le nom, en tout cas, de la plateforme qui va être utilisée pour la partie bleue. Pour le Circulise, il n'y a aucune possibilité, il y a pas de problème. Vous pouvez évidemment le faire en amont, alimenter le QR code ou venir avec donc votre justificatif de besoin de livrer ce jour-là et donc sur ce périmètre géographique. Et ce sera la même chose pour le QR code rouge, donc le besoin de livrer en zone rouge, comme je vous le montrais dans le petit schéma assez simple. C'est vous aurez un QR code identifié donc par rapport au conducteur, on s'intéresse au conducteur, et ensuite de justifier au point d'entrée pourquoi ce conducteur vient se présenter avec son véhicule pour pouvoir entrer dans la partie rouge, pardon, et donc c'est là où il présentera son justificatif de livraison, ça va avoir un bordereau de livraison en particulier. Pour Est-ce que le QR question, code zone rouge est utilisable en zone bleue? Oui. Alors oui, mais enfin, il ne faut pas que ce soit un principe. C'est-à-dire que le QR code rouge, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à obtenir. Maintenant, si vous avez besoin de rentrer de toute façon par définition pour aller en zone rouge, vous rentrez par la zone bleue.
Donc, vous allez forcément, si demain vous avez besoin d'aller en zone rouge et que vous avez un contrôle aléatoire, vous allez pouvoir bien sûr présenter votre QR code rouge puisque votre point de livraison, c'est la zone rouge. Donc, il faudra bien évidemment circuler par rapport à la zone bleue. Mais je dirais que c'est pas quelque chose forcément à systématiser de demander des QR codes rouges pour rentrer sur la partie bleue. Ça n'a pas vraiment de sens en fait, puisque de toute façon, vous n'êtes pas conditionné sur la partie bleue, encore une fois, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. L'outil qui est proposé QR code pour entrer sur le bleu, c'est non obligatoire, c'est à disposition des professionnels pour faciliter leurs besoins d'entrée et de livrer sur ces zones bleues. Le QR code rouge, lui, évidemment, est complètement obligatoire. Et donc, oui, par définition, vous pouvez accéder à la zone bleue pour aller vers la zone rouge. Mais ne demandez pas un QR code rouge pour uniquement livrer la zone bleue. Ça n'a pas de sens. Ok, deux questions un petit peu plus précises sur les plateformes, si tu as la réponse. D'abord, sur la plateforme J'optimise, il est précisé qu'il faut créer un compte entreprise et un compte personnel. Comment fait-on dans le cas où le chauffeur n'a pas d'adresse mail? Est-ce que tu as la question ou alors on la fera remonter? Alors, on fera remonter cette question-là parce que c'est en train de s'installer. Moi, je n'ai pas toute la technicité. Ce que je voulais vous préciser, c'est qu'à partir de demain, si vous allez sur le site J'optimise, vous avez une batterie de webinaires qui vont être dédiés à la fonctionnalité de tous ces outils-là, ces 4 outils en particulier. Et donc, c'est à ces moments-là où il va falloir que vous commenciez à poser en fait ce type de questions. Je saurais comme ça vous répondre en principe, J'optimise est quand même très orienté non pas sur le personnel, mais sur le véhicule en lui-même, hein. Donc à voir. Je poserai là quand même la question, bien sûr, de mon côté. C'est pas une zone de sûreté, hein. C'est une zone de déviation, et donc on s'intéresse au véhicule en lui-même, pas au personnel. Ok. On a une question autour de l'appli Smart Verify. Est-ce qu'elle est utilisée pour le contrôle des QR codes bleus et rouges ou uniquement pour les QR codes bleus afin de vérifier la validité des QR codes avant de transmettre la marchandise à un livreur? Question qui a été posée par Géodis. Je ne sais pas si tu as la réponse. Bon, je n'ai pas la réponse, connaissant pas la technicité Ok. de Smart Donc, Verify. j'invite peut-être le représentant de Géodis à nous poser la question par mail. On essaiera de creuser ce point-là si vous le voulez bien. Quelques questions autour des vélos cargo. Oui. Les vélos cargo ne sont pas soumis aux créneaux de livraison et ont un droit de circuler durant l'accès des spectateurs. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que les... Potentiellement, ils n'ont pas, effectivement, comme ça a été marqué dans un des slides, c'est H24. Il n'y a pas de créneau identifié. Maintenant, le point d'attention, ce qu'on ne sait pas et ce que la préfecture a du mal évidemment à nous répondre, c'est se présenter avec un véhicule, avec un cyclo 250 kilos chargé. Est-ce que les FSI, donc les forces de l'ordre sur le terrain, vont autoriser à rentrer alors même qu'il y a des spectateurs encore sur la voirie? Ça, c'est une question sur laquelle on n'a évidemment pas la réponse. Par principe, oui, parce que c'est comme ça que la préfecture nous présente et on est revenu plusieurs fois avec eux pour être bien sûr. Mais malgré tout, il risque d'y avoir une petite appréciation, en tout cas des personnels sur le terrain, qui évidemment par principe de sécurité vont dire non, non, écoutez, dans cette rue-là, il y a trop de monde. Je vous invite à rentrer par la voie qui est un peu plus loin de l'autre côté, parce que par là, ça risque d'être un peu compliqué. Donc il y aura malgré tout une incertitude du moment, en fait, j'ai envie de dire. Mais il y aura aujourd'hui, dans la réglementation en elle-même, il y a pas de restriction. Ok, merci. Je crois que ça répond à 2-3 autres questions qui étaient posées sur les vélos cargo. Il y a une question sur les lockers, sur les casiers, on en parlait tout à l'heure. Oui. Pour les entreprises qui ont des lockers outdoor, donc à l'extérieur, est-ce qu'on peut les installer en zone bleue ou est-ce qu'il faut les installer à l'extérieur de la zone? Et si des casiers sont déjà situés dans les futures zones rouges, est-ce qu'ils pourront être utilisés ou devront-ils être laissés vides? Alors pour les zones bleues, il n'y a pas véritablement de difficulté. Enfin, il n'y a pas vraiment de difficulté en dehors du fait. Alors je ne sais pas si c'est la question, c'est mes lockers en zone rouge, est-ce que je peux les redéployer en zone bleue? Ça, je n'ai pas la réponse. Pour autant, pour ceux qui sont en zone rouge et donc qui resteraient fixes, le préfet nous a indiqué jeudi dernier que il fallait qu'il voit, mais aussi bien sûr par rapport aux professionnels qui sont assujettis,
que pendant les périodes de mise en place du périmètre rouge, il faut que ces lockers qui soient, en tout cas, en lien avec l'espace public. Je ne vous parle pas des lockers qui sont dans un espace privé, mais en lien avec l'espace public, qu'ils soient vides au moment de l'ouverture de ces périmètres-là. Donc, ce qui impose pour ceux qui gèrent ces lockers-là, d'avoir l'information, de savoir s'il reste encore de la marchandise à récupérer dans ces lockers et d'inviter probablement les particuliers ou en tout cas les commerçants qui les utilisent à venir vider le lockers parce qu'il risque d'y avoir en fait une ouverture des forces de l'ordre. Donc voilà, c'est vraiment un point d'attention qu'on vient d'avoir. Le préfet est conscient qu'il va falloir qu'on ait une information la plus large possible, en tout cas pour donc les opérateurs logistiques qui disposent de ce type de lockers. Et par principe de sécurité, puisqu'on est dans une zone de sûreté-sécurité, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des zones sur lesquelles en fait il y a des marchandises dans lesquelles on ne peut pas contrôler. Et merci Jérôme. Il est 15h30. On va prendre, si vous le voulez bien, juste une dernière question et ensuite on va vous présenter juste en 1 minute les outils déployés sur J'optimise. Et comme ça, on pourra vous libérer. Éventuellement, ceux qui ont 1 ou 2 questions, on pourra évidemment rester avec vous. La question que je souhaitais soulever, c'est est-ce que les impacts liés au démontage des installations liées à la cérémonie d'ouverture vont être transmis? C'est-à-dire, est-ce que les cartes et les calendriers liés au démontage de la cérémonie d'ouverture, est-ce qu'on a des éléments là-dessus, à l'instar de ce que l'on fait pour les éléments de montage? Alors, comme ça en tête, pas vraiment, vraiment. On a les informations que le préfet a rendues publiques, hein. Mais je vais regarder. J'avoue que j'ai pas forcément en tête des éléments précis sur le montage, démontage. En principe, oui, j'ai envie de dire. On les a peut-être pas forcément mis à l'affiche, mais il me semble avoir vu effectivement un rythme en fait de montage, de démontage. Je suis un peu moins sûr, mais de montage, oui. Ça marche, merci. On nous présente les quelques outils que Alors chacun très les ait en tête. rapidement. Voilà, on a estimé avec Olivier qu'on n'allait pas rentrer dans le détail. Pour autant, vous inviter à aller sur la plateforme J'optimise, qui est, vous avez l'adresse, hein, j'optimise.green.fr, sur lequel en fait vous allez retrouver toutes les informations. C'est ouvert depuis le 26 avril, puisqu'il y a une conférence de presse le 25 avril qui s'est tenue en présence de la métropole du Grand Paris et de la préfecture de Paris, avec 4 outils qui sont déclinés. Donc Visualise, qui est une carte interactive avec ce qu'on appelle les points d'intérêt, hein, c'est les points entre guillemets économiques. On y retrouve les commerçants, artisans, etc., cafetiers, hôtels, restaurants, et Itinérise, un calculateur d'itinéraire optimisé, donc qui va vous permettre, en fonction des configurations, de toute l'information nécessaire, périmètre, activation des périmètres, heures, les créneaux également, de pouvoir avoir un calculateur vous permettant en tout cas d'affiner vos besoins en matière d'exploitation. Circulise, donc qui est le système qui vous permettra de générer le QR code donc pour bien sûr la zone bleue uniquement. Et puis Numérise, qui est un disque numérique qui est en train de s'installer, c'est en cours. Ça fait partie du champ des outils et qui sera certainement envisageable sur des zones un peu compliquées, type Champ de Mars, etc., les centres de Paris, où là il va y avoir une pression assez compliquée de besoins. Donc de flux marchandises, mais aussi de disponibilité des aires de livraison va se faire assez restreinte, et donc de pouvoir avoir un visuel sur est-ce qu'il est possible de livrer à tel endroit et accéder à telle aire. C'est le système un peu de Delivery Park qui donc a été en test pendant plusieurs mois sur Lyon en matière d'accessibilité et de disponibilité des aires de livraison. Alors, la plateforme J'optimise, vous allez donc voir une série de mémoire de 17 webinaires qui vont s'installer là au fil du temps et qui vont être dédiés sur l'utilisation de ces outils-là. Donc, vous aurez à loisir, j'espère, d'y participer et en même temps de poser des questions un peu plus techniques sur puis-je télécharger un certain nombre de données. Oui, entre guillemets, ça dépend évidemment de la configuration de vos outils TMS, puisque il y aura quand même
spécificité. Évidemment, c'est un jargon. Alors, je ne sais plus comment c'est les formats JSON, je crois, et Shapefile. Voilà, il y aura probablement un tableau, une possibilité de télécharger via Excel. Mais tout ça, c'est des questions qu'il faut leur poser directement avec ceux qui ont construit en fait ces différents outils et qui seront bien plus à l'aise que moi à vous répondre sur ces points techniques. Mais en tout cas, ce sont des outils qui ont été fortement salués par la préfecture de par, je dirais, leur construction et puis aussi les points d'intérêt que eux-mêmes, au niveau de la préfecture, ils ont pu avoir pour notamment, vous voyez, la construction de créneaux ou de points d'entrée au niveau logistique. Merci Jérôme. Ce que je te propose, c'est Voilà. d'aller sur la dernière slide où il y a les contacts, de manière à ce qu'on puisse tenir nos engagements horaires. On avait dit 1 heure, voilà, ça fait 1 heure. Merci à tous d'être restés parmi nous. Donc cette vidéo sera accessible en replay sur votre espace adhérent. On vous envoie évidemment les supports de présentation. N'hésitez pas à regarder régulièrement le guide des Jeux Olympiques. Et Jérôme, que je remercie pour ce webinaire, est disponible avec Morgane qui travaille à ses côtés sur le sujet des Jeux, puis l'ensemble de l'équipe évidemment est à votre disposition. Merci à tous, bonne fin de journée.